Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule Les traumatismes de l'abdomen. Alors, les objectifs pédagogiques et d'apprentissage pour ce cours, il faut être capable de distinguer une contusion d'une plaie abdominale, connaître les mécanismes d'une contusion abdominale, connaître aussi les étapes de la prise en charge diagnostique d'un traumatisé de l'abdomen, connaître les principales étapes de la prise en charge thérapeutique d'un traumatisé de l'abdomen et enfin être capable de prendre en charge et de surveiller une contusion abdominale chez un patient qui est non opéré. Alors, en guise d'introduction, les traumatismes de l'abdomen, c'est un motif qui est fréquent de consultation. Euh, Ça peut être soit ouvert ou fermé. Les ouverts, c'est les plaies de l'abdomen, les fermés, c'est les contusions de l'abdomen. Il est de gravité soit bénin, moins grave ou bien grave. Les accidents de la circulation représentent la cause la plus importante des traumatismes de l'abdomen chez nous dans notre contexte au Maroc. Les lésions traumatiques abdominales surviennent le plus souvent pas isolées mais dans le cadre d'un polytraumatisme. Il y a deux types donc de traumatismes de l'abdomen. Il y a les contusions et les plaies de l'abdomen. Euh, dont la prise en charge donc n'est pas la même car les grands principes de leur traitement se superposent et l'objectif et le but de cette prise en charge, c'est de restaurer un état hémodynamique qui est satisfaisant et réaliser un bilan lésionnel rapide et précis, enfin à traiter de façon optimale chaque lésion. Alors, la prise en charge de ces traumatismes de l'abdomen, il doit être multidisciplinaire, que ce soit prise en charge diagnostique ou thérapeutique. C'est la concertation entre l'urgentiste, le chirurgien, le réanimateur et le radiologue. Malgré les progrès de moyens diagnostiques et thérapeutiques, la mortalité et la morbidité, malheureusement, ils restent très élevés. Alors, pour cela, on doit suivre un plan pour ce cours. On va commencer par une définition des traumatismes de l'abdomen, un rappel de la cavité abdominale, une étude épidémiologique, la physiopathologie des traumatismes de l'abdomen, les lésions susceptibles d'être présentes lors du traumatisme de l'abdomen à travers l'anatomopathologie, la prise en charge initiale d'un traumatisé de l'abdomen, les formes cliniques, le traitement et enfin, donc, on va enchaîner par une prévention et une conclusion. Alors, la définition d'un traumatisme de l'abdomen, c'est tout traumatisme qui va intéresser la région de l'abdomen. C'est la région qui est comprise entre le diaphragme en haut et le plancher pelvien en bas, quel que soit le point d'impact. Alors, il y a deux types de traumatismes de l'abdomen. Il y a les traumatismes fermés, c'est ce qu'on appelle la contusion de l'abdomen, et les traumatismes, bien sûr, sans solution de continuité. Alors, la paroi, elle est toujours intacte. Et les plaies de l'abdomen, ce sont des traumatismes qui sont ouverts. La différence entre les plaies et les contusions, c'est que la solution de la continuité, il y a une solution de la continuité de la paroi abdominale. Alors, comme rappel anatomique, comme vous le savez, l'abdomen, il a une forme de cavité, c'est ce qu'on appelle la cavité abdominale. Il est couverte par une paroi abdominale, donc musculo-aponevrotique et osseuse et il a un contenu, c'est le contenu abdominal. Alors on va commencer par la paroi. La paroi, donc, elle est constituée de la superficie vers la profondeur par une peau. Donc, c'est la peau, c'est la paroi cutanée de l'abdomen, qui est suivie par le tissu sous-cutané, c'est un tissu qui est celluleux graisseux, et bien sûr, avec les muscles de l'abdomen, il y a les muscles grands droits de l'abdomen et les muscles larges, donc le droit externe, le droit interne et le muscle transverse. Alors tout ce muscle, il se prolonge par des aponevroses qui vont les couvrir et qui vont constituer
on parle des aponevroses des muscles larges qui vont constituer la paroi antérieure et la gaine antérieure des muscles grands droits et qui vont donc s'unir au niveau de la partie médiane. C'est ce qu'on appelle la ligne blanche abdominale. Alors, juste en dessous de cette structure musculo-aponevrotique, on va trouver le muscle, la partie, pardon, la partie sous-péritoniale. C'est un espace donc sous-péritonial, c'est le péritoine et le fascia transversalis. La limite supérieure de l'abdomen, il est formé par une limite qui est réelle, qui est le diaphragme, et en bas, c'est une limite qui est virtuelle. Concernant le contenu de l'abdomen. Alors l'abdomen il est constitué par plusieurs types d'organes. Il y a les organes creux, il y a les gros vaisseaux et les organes pleins. Alors les organes creux, c'est tous les organes du tube digestif qui sont creusés à l'intérieur sous forme de tube et qui contiennent de l'air et contiennent aussi les aliments. Les gros vaisseaux, c'est tous les vaisseaux qui viennent de l'aorte ou bien qui vont vers la veine cave inférieure. Les organes pleins, c'est trois ou quatre organes. C'est le foie, qui est un organe plein, la rate, le pancréas et les reins. Alors concernant les organes creux, on peut les diviser en trois types d'organes creux. Il y a les voies bilio-pancréatiques qui sont creuses et qui sont donc remplies de liquide biliaire qui vient des hépatocytes. Le tube digestif qui est un organe creux et qui contient donc l'air et les aliments et les matières fécales. Et les voies génito-urinaires, c'est le rein qui va sécréter bien sûr l'urine, donc qui va circuler au niveau des voies urinaires. Concernant les gros vaisseaux, il y a plusieurs types de vaisseaux au niveau de l'abdomen. Les plus gros sont la veine cave inférieure qui va collecter tout le sang veineux des membres inférieurs et qui va l'acheminer vers donc, la veine cave inférieure et de là vers la veine cave supérieure et vers le cœur. Il y a l'aorte abdominale qui est la plus grosse artère qui va acheminer le sang oxygéné du cœur vers tous les organes. Il va servir tous les organes. Et bien sûr, il y a d'autres vaisseaux, les veines, les vaisseaux mésentériques supérieurs qui vont servir à la vascularisation du duodénopancréas, de l'intestin grêle et la moitié droite du côlon transverse et du côlon ascendant. Et les vaisseaux mésentériques qui vont donc servir pour vasculariser le rectum, le côlon gauche et la moitié gauche du côlon transverse. Concernant les organes pleins, comme on a dit tout à l'heure, il y a le foie qui est un organe qui est plein. Quand on dit plein, ça veut dire qu'ils sont pleins de sang. On sait que le foie, c'est un organe qui est plein de sang. La rate aussi, c'est un organe qui est plein de sang. Le pancréas aussi, même si le pancréas il est mixte, on peut dire que c'est un organe plein et creux au niveau du canal de Wirsung parce qu'il y a le suc pancréatique et les reins aussi. Donc ce sont des organes qui sont pleins. Concernant l'épidémiologie de ces traumatismes de l'abdomen, la fréquence, il représente quand même presque le 1/3 des consultations qui viennent aux urgences chirurgicales. On trouve une prédominance pour l'homme avec un âge qui est jeune, l'atteinte beaucoup plus de la population entre 20 et 45 ans. Concernant les traumatismes fermés, ils sont plus fréquents. 4 traumatismes sur 5 sont des traumatismes fermés. Les étiologies, la première cause dans notre contexte, je parle du Maroc, c'est les accidents de la voie publique, suivis par les agressions. On peut aussi trouver les accidents de travail, les accidents domestiques, les accidents de sport et parfois iatrogènes. Alors, le mécanisme lésionnel de ces traumatismes de l'abdomen, ça peut être soit un traumatisme fermé, d'accord, donc ça veut dire que la paroi elle est intacte, il y a des lésions des organes intra-abdominaux sans effraction
ou bien sans dissolution de la paroi, et des traumatismes ouverts qui sont causés parfois par des armes blanches ou bien par l'arme à feu, donc ça provoque une ouverture de la peau. Alors ces traumatismes, on va commencer par les traumatismes fermés. Leur mécanisme, ça peut être soit un choc direct par un écrasement ou bien par une élévation de pression. Pour les chocs directs, donc écrasement, c'est un contact direct avec un agent contondant qui va écraser soit par exemple un accident de la voie publique, un écrasement par une roue de voiture qui va provoquer un traumatisme de l'abdomen, ou bien une élévation de la pression à l'intérieur de l'abdomen qui va provoquer une lésion des organes intra-abdominaux. Le deuxième mécanisme, ça veut dire une décélération, c'est que par exemple un freinage qui est brusque où le corps est freiné brusquement, alors que les organes qui sont à l'intérieur mobiles, ils vont continuer leur mouvement et ils seront arrachés. C'est ce qu'on voit lors des chutes d'un lieu élevé ou bien lors des accidents de la voie publique quand il y a un freinage qui est très important. Alors, le principe n'est pas le même lors des traumatismes ouverts. Alors, lors des traumatismes ouverts, il y a deux mécanismes, soit par arme blanche, c'est le contexte le plus retrouvé chez nous au Maroc, c'est les armes, les agressions par arme blanche, ou bien les agressions par arme à feu. Alors, quelles sont les lésions qu'on peut trouver ou bien que le traumatisme peut occasionner au niveau de l'organisme? Alors, on va commencer par la paroi, les lésions qui se trouvent au niveau de la paroi abdominale. Alors, quand il s'agit d'une contusion de l'abdomen, le plus souvent, c'est des contusions, c'est des hématomes et des ecchymoses. Alors que lors des traumatismes ouverts, le plus souvent, il y a une ouverture de la paroi, donc il va y avoir une plaie avec un saignement. Alors, le plus important ici, c'est de répondre à la question, est-ce que cette plaie est pénétrante ou non? Alors là, c'est concernant la paroi. Maintenant, on va pénétrer un peu à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les types de lésions qu'on peut retrouver à l'intérieur de la cavité abdominale. Alors, concernant les organes creux, on peut trouver soit des ecchymoses au niveau de la paroi de ces organes creux, soit des hématomes au niveau de ces organes, ou bien carrément une perforation de ces organes. Donc, quand il y a une perforation, ça va causer une péritonite, c'est-à-dire que le liquide qui est contenu à l'intérieur du tube digestif va couler au niveau de la cavité péritoniale et il va provoquer une péritonite. Alors, concernant les gros vaisseaux, là aussi, on peut avoir soit des hématomes de la paroi vasculaire, soit des plaies partielles de la paroi vasculaire qui va causer des hémopéritoines, ou bien carrément des arrachements et des sections totales de ces gros vaisseaux et qui peut causer des hémorragies foudroyantes qui sont responsables parfois de la mort sur le champ de l'accident. Alors, les organes pleins, c'est presque la même chose que les gros vaisseaux. Donc, on peut avoir des hématomes, des fractures et des arrachements. Alors, ces fractures-là, il faut donc, on va voir tout à l'heure une classification qui va étudier la profondeur et le pourcentage d'atteinte de l'organe qui va conditionner une classification qui va conditionner donc la gravité de ces lésions. Alors, une fois on est devant un traumatisé de l'abdomen, quelle sera la prise en charge initiale puisque c'est une urgence? Alors, il faut toujours répondre à une question qui est très importante, que faire face à un traumatisé abdominal. La première des choses, c'est d'évaluer la gravité de ce traumatisme. Quand on est devant une urgence, une prise en charge ou bien une conduite à tenir, il faut répondre à trois questions. La première question, c'est le diagnostic positif, c'est-à-dire je dois confirmer est-ce que c'est un traumatisme abdominal ou pas. La deuxième des choses, c'est le diagnostic de gravité. Est-ce que mon patient est stable ou il n'est pas stable? Est-ce que le traumatisme est grave ou il n'est pas grave? Et la troisième question, c'est le bilan étiologique ou bien le bilan lésionnel, c'est-à-dire je dois répondre à cette question pour voir quelles seront les lésions provoquées par ce traumatisme de l'abdomen. Alors la première des choses, c'est
évaluer la gravité du traumatisme. Alors, comment on va évaluer cette gravité? C'est par l'examen général. Donc, on va voir l'état hémodynamique du patient. Si c'est un état hémodynamique qui est instable, ça veut dire que le patient, il a une tachycardie ou il a une fréquence cardiaque qui est élevée avec une tension artérielle qui est imprenable ou basse, euh, avec donc des marbrures, une cyanose, donc ce sont les signes de l'instabilité, donc qui peuvent témoigner soit d'une hémorragie. On peut aussi avoir un état hémodynamique instable secondaire à une péritonite aiguë lorsqu'il y a un choc septique, ou bien aussi une instabilité hémodynamique lorsqu'il y a une éviscération. Alors, quand l'état hémodynamique est instable, lors des hémotes péritoines, on va mesurer la tension artérielle le plus souvent dans ces états hémodynamiques instables, il est soit imprenable ou bien basse. Il y a des signes de pré-choc ou des signes carrément de choc hémorragique ou hypovolumique. C'est la pâleur cutanéo-muqueuse. C'est un pouls qui est filant avec une tachycardie. On va voir un patient qui sue, donc il y a beaucoup de sueur. Et le stade ultime, c'est que le patient, il est inconscient et qu'il rentre dans le coma. Le deuxième tableau de l'instabilité hémodynamique, il est représenté par la péritonite aiguë qui va être la cause de la perforation des organes creux ou bien des éviscérations. Alors, le tableau, il est fait par des douleurs abdominales qui sont très importantes, suite à un abdomen, suite à une contusion de l'abdomen ou bien une plaie abdominale, avec à l'examen abdominal une contracture importante ou bien une défense abdominale, avec au toucher rectal un cri de Douglas et le plus souvent un ileus réflexe qui est associé. Aussi, dans l'instabilité hémodynamique, on peut trouver les éviscérations. C'est quoi la définition d'une éviscération? C'est l'issue d'un organe intra-abdominal, digestif intra-abdominal, à travers la paroi qui est donc il y a une paroi où il y a une dissolution de la paroi, une solution de la dissolution de la paroi abdominale. Alors, devant ce tableau de traumatisme de l'abdomen, on a deux situations. Soit qu'on est devant un patient qui est stable, alors là, le patient, il est conscient dans le temps et dans l'espace, il est bien orienté, ses constantes sont stables, une bonne tension, une bonne fréquence cardiaque, une bonne température, avec donc des téguments qui sont bien vascularisés. Alors là, on est euh, euh, c'est-à-dire on est rassuré, on peut aller au bilan lésionnel et rechercher quels sont les organes qui sont susceptibles d'être touchés lors de cet traumatisme abdominal. La deuxième situation, qui est la situation la plus grave, c'est le patient est grave. Alors quand le patient est grave, ça veut dire qu'il est instable, soit qu'il n'est pas conscient, soit qu'il a une hypotension, soit qu'il a une tachycardie, soit qu'il a un pouls filant avec une pâleur cutanéo-muqueuse. Donc là, il ne faut pas trop perdre le temps à aller chercher le bilan lésionnel, mais il faut discuter une prise en charge immédiate en prenant en charge le patient en réanimation avec une double voie veineuse, un remplissage et éventuellement discuter une chirurgie en urgence ou bien une embolisation. Alors, devant un patient qui est stable, c'est-à-dire un patient qui a de bonnes constantes et qui est conscient. Alors là, on commence l'interrogatoire pour savoir quelles sont les circonstances de l'accident. Alors, quel est le type de l'accident? Est-ce que c'est un accident de la voie publique, accident de travail, une agression, accident de sport, accident domestique? Savoir aussi le mécanisme. Il faut toujours faire une simulation, c'est-à-dire demander au malade de simuler le traumatisme, c'est-à-dire il était comment la chute? Est-ce que c'était une chute directe? Est-ce que c'est un traumatisme direct? Est-ce que c'est un traumatisme indirect? Est-ce que c'est une chute d'un lieu élevé? Le délai entre l'accident et l'admission, parce que ce délai, il va conditionner le pronostic.
il faut poser une question sur les antécédents médicaux du patient, parce que c'est possible que c'est un patient qui, qui était sous traitement anticoagulant, donc il va faire une hémorragie plus que les sujets normaux. La notion de prise médicamenteuse et la date du dernier repas. Pourquoi? Parce que on risque d'acheminer ce patient en bloc opératoire. Donc il faut avoir une idée sur la date du dernier repas. Alors, euh, toujours dans l'interrogatoire, il faut chercher quelques signes. La douleur, bien sûr, son siège, son intensité, son irradiation, son rapport avec l'alimentation, les facteurs aggravants et donc les facteurs qui vont soulager cette douleur. Rechercher une hémorragie digestive, soit haute, soit basse. Rechercher une constipation, des vomissements, une diarrhée, et passer par la suite à examiner ce patient. Alors concernant l'examen, on commence toujours par l'examen général, c'est les constantes, prendre la tension artérielle, le pouls, les conjonctives, fréquence respiratoire, voir le patient est-ce qu'il est conscient ou pas, et aussi il faut vérifier la liberté des voies aériennes supérieures, parce que généralement ce sont des patients qui ont un polytraumatisme. Alors, en examinant l'abdomen, il faut commencer toujours par une inspection de cet abdomen. Il faut chercher est-ce qu'il y a un point d'impact, est-ce qu'il y a des ecchymoses, est-ce qu'il y a une plaie. Si c'est un traumatisme par arme blanche, il faut chercher cette plaie, ça se trouve au niveau de quel air, au niveau de quel espace au niveau de l'abdomen. Si c'est une plaie par arme à feu, il faut chercher l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie, voir est-ce que l'abdomen est distendu ou un abdomen qui est de volume normal, chercher les cicatrices d'intervention ultérieure, chercher une dissolution de la continuité avec une éviscération ou bien un épiplocèle. C'est quoi un épiplocèle? C'est l'issue de l'épiplan à travers la paroi abdominale qui est secondaire à une plaie de l'abdomen. Alors concernant la palpation, il faut chercher s'il y a une sensibilité ou bien une défense ou une contracture. Donc ça témoigne parfois d'une péritonite, c'est-à-dire une perforation d'un organe creux à l'intérieur du péritoine. Alors la percussion aussi, elle est très importante parce que ça peut nous donner une idée sur la présence de liquide au niveau de la paroi abdominale ou de la cavité abdominale, qui va se manifester par une matité des flancs ou bien présence de l'air issu du tube digestif au niveau du péritoine lors d'une perforation d'un organe creux qui va se manifester par un météorisme et un tympanisme abdominal. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire le toucher rectal parce que c'est important. Ça peut montrer un cri de Douglas lorsqu'il y a une péritonite, un bombement lorsqu'on a un épanchement intrapéritonéal et compléter par l'examen des autres appareils parce qu'on a dit tout à l'heure que la contusion abdominale, le plus souvent, il est intégré dans un polytraumatisme et généralement, il n'est pas seul. Alors concernant le bilan lésionnel des patients, il faut toujours commencer par, après bien sûr on parle d'un patient qui est stable, il faut commencer par l'examen de la région qui est traumatisée, faire tout l'examen de tout l'abdomen et bien sûr enchaîner par l'examen des autres appareils pour chercher une autre lésion extra-abdominale. Alors l'examen de la région traumatisée, comme on a dit tout à l'heure, il faut chercher lors des contusions soit des ecchymoses, soit des hématomes, voir leur siège, leur nombre et leur taille. Lorsqu'il s'agit d'une plaie, il faut surtout répondre à la question est-ce que cette plaie est pénétrante ou pas? Alors comment répondre à cette question? La pénétrance ne se confirme pas qu'à l'inspection, mais il faut l'explorer au bloc opératoire sous anesthésie locale. Il faut anesthésier les berges de la plaie. Il faut parfois agrandir la plaie pour voir est-ce qu'il y a une effraction du péritoine ou pas. Parce que la réponse à cette question, est-ce qu'une plaie est pénétrante ou pas, quand on parle de la pénétrance, c'est lorsqu'il y a l'effraction du péritoine. Ce n'est pas l'effraction de la peau toute seule
ou les fractions musculaires toutes seules, ou les fractions aponévrotiques toutes seules, mais c'est les fractions du péritoine qui conditionnent la pénétrance de la plaie abdominale. Alors, toujours dans l'examen abdominal, il faut chercher une sensibilité, une défense, chercher des matités des flancs et compléter par le toucher rectal pour chercher un cri de Douglas. L'examen des autres appareils, c'est l'examen thoracique, l'examen du bassin, examen des membres et examen neurologique. Une fois l'examen clinique est fait, on va demander des examens complémentaires pour chercher quelles sont les lésions ou bien quels sont les organes touchés et aussi pour voir le retentissement de ce traumatisme sur l'organisme. Alors le retentissement, généralement, c'est la biologie qui nous le confirme, c'est les examens biologiques et la lésion organique ou bien l'organe qui est responsable c'est-à-dire qui est lésé lors du traumatisme, c'est les examens radiologiques. Alors, la biologie, on commence toujours par une NFS pour voir est-ce qu'il y a une hémorragie, le taux de l'hémoglobine pour voir est-ce qu'il y a une anémie. Il faut aussi chercher le taux d'hématocrite et le taux des globules blancs. Pourquoi le taux des globules blancs? Pour voir est-ce que le patient est en train de faire un sepsis lorsqu'il y a une péritonite. Il faut demander un groupage en urgence aussi parce que ce sont des patients qui courent le risque de transfusion. Le bilan d'hémostase pour voir est-ce que ces patients ils ont un bon taux de prothrombine et le bilan bien sûr hépatique et rénal pour voir le retentissement de ce traumatisme sur les organes nobles. Morphologiquement, on doit demander une échographie abdominale en premier. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle aux urgences l'échographie FAST. Ce sont des échographies qui sont faites par des généralistes rapidement pour chercher est-ce qu'il y a un épanchement. C'est un examen qui est anodin, c'est un examen qui est répétitif, c'est un examen qui se trouve au niveau de toutes les urgences, donc il faut en profiter pour faire une échographie FAST pour tous les patients qui ont des traumatismes de l'abdomen. Il faut demander une radio de thorax lorsqu'il s'agit d'un polytraumatisé, radio de bassin aussi, et un ASP debout pour chercher un pneumopéritoine. Alors, l'examen paraclinique qui nous donne une idée sur l'atteinte d'organes, c'est la TDM abdominale, qui est un examen qui est incontournable et c'est le gold standard au cours des traumatismes de l'abdomen. Il y a aussi l'artériographie, mais c'est un examen qui n'est pas demandé en extrême urgence, mais il n'a pas un rôle beaucoup plus diagnostique, mais c'est un rôle beaucoup plus thérapeutique lorsqu'on veut emboliser des vaisseaux qui saignent, surtout les vaisseaux qui se trouvent au niveau du rétropéritoine. Il y a aussi d'autres moyens pour faire le diagnostic lésionnel, c'est ce qu'on appelle la ponction lavage du péritoine. C'est une technique que la plupart des urgentistes la font, mais on parlait des années 80 et des années 90. Actuellement, on ne la fait plus. Alors, il consiste en quoi cette PLP ou la ponction lavage du péritoine? On injecte au niveau de l'abdomen à travers un cathéter du sérum physiologique, d'accord? Et puis on le récupère par la suite par siphonnage. Et donc ça va nous donner une idée sur déjà la couleur. Donc si c'est un hémopéritoine, il va donner donc issu du sang spontané qui est supérieur à 10 millilitres avec des globules rouges qui sont supérieurs à 10 fois à la puissance de 6 par millimètre cube. Il peut aussi nous donner une idée sur lorsqu'il y a une atteinte d'un organe creux, une issue de bile à travers le drain, des urines ou bien parfois des matières fécales. Alors, si la PLP est négative, ça veut dire que le liquide qu'on a injecté au niveau de l'abdomen, il va revenir clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang ni de liquide digestif à l'intérieur de l'abdomen. Alors, la laparoscopie diagnostique, c'est un excellent
examen complémentaire pour détecter et diagnostiquer les lésions intra-abdominales, mais c'est un examen qui est invasif, ça nécessite une anesthésie générale. On peut aussi faire une mini laparotomie exploratrice, c'est-à-dire une petite laparotomie pour voir est-ce qu'il y a du sang à l'intérieur ou est-ce qu'il y a du tube digestif à l'intérieur. Et donc, selon le contexte, on peut demander des examens urologiques, notamment une urographie intraveineuse ou bien une érythrocystographie rétrograde, donc selon les cas. Alors, au total, on est devant un traumatisé de l'abdomen. La première des choses, c'est d'évaluer la gravité. Si c'est un patient qui est grave, on va discuter soit la chirurgie, bien sûr, après mesure de réanimation, donc soit la chirurgie, soit une embolisation. Si le patient il est moins grave et il est stabilisé, alors là, il faut voir est-ce que c'est une contusion ou une plaie. Si c'est une contusion, il faut chercher le bilan lésionnel. Si c'est une plaie, il faut répondre à la question est-ce que c'est une plaie pénétrante ou pas, et c'est au bloc opératoire à travers un élargissement de la plaie sous anesthésie générale. Alors les formes cliniques, il y a deux types. Il y a les plaies de l'abdomen, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est l'effraction de la paroi abdominale, c'est l'issue de viscère intra-abdominal à travers une plaie. C'est une situation qui est grave et c'est une indication chirurgicale en urgence. Il faut acheminer le patient dans ce cas-là en urgence sans faire de bilan ni rien du tout. Il faut passer au bloc opératoire, il faut opérer le patient, l'anesthésier, il faut laver tout ce qui est à l'intérieur. Il faut explorer est-ce qu'il n'y a pas d'effraction du tube digestif et fermer la cavité abdominale. L'épiplocèle, c'est une situation qui est moins grave. C'est l'issue du grand omentum ou bien du grand épiplan à travers une plaie de l'abdomen. C'est une situation qui est délicate, qui nécessite une surveillance parce que ce n'est pas une indication formelle à la chirurgie. Ce n'est pas comme une éviscération. Éviscération égale chirurgie dans tous les cas, mais l'épiplocèle, on peut intégrer l'épiplocèle à travers la plaie, la suturer et surveiller le patient et demander des examens complémentaires pour voir est-ce qu'il y a une lésion associée à cet épiplocèle ou pas. Alors les contusions de l'abdomen, c'est l'autre partie, c'est-à-dire un traumatisme de l'abdomen mais sans effraction de la paroi abdominale. Le premier organe touché, c'est le foie. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui est volumineux, c'est un organe qui est friable et c'est un organe qui a une fixité intermédiaire. Donc c'est pas un organe qui est, il est mobile, il est mobile dans le plan antéro-postérieur. Alors quand cet organe est touché, ça donne un choc hémorragique soit par des plaies, soit par des contusions. Cliniquement, ce sont des patients qui sont instables et qui peuvent être stabilisés après donc, une mise en condition. Le bilan paraclinique est fait par donc, une échographie hépatique qui étudie très très bien le foie et la TDM abdominale qui est aussi le gold standard pour ces traumatismes du foie. D'ailleurs, il y a même une classification qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà, ici on voit au niveau de l'échographie. Donc ça c'est le foie, ça c'est le diaphragme et entre le foie et le diaphragme, il y a un épanchement qui est très important. Donc c'est un épanchement liquidien. Donc ici, on voit aussi au niveau du scanner, donc c'est un hématome sous-capsulaire au niveau du foie. Ici, on voit des contusions hépatiques avec une plaie au niveau, à ce niveau-là, donc au niveau du segment 7. Là, on voit donc aussi une zone qui est dévascularisée au niveau du foie. Alors la classification dont on a parlé tout à l'heure, c'est la classification de Moore. Il est constitué par 6 stades. Donc il y a le grade 1, du grade 1 jusqu'au grade 6. Alors il prend compte de la présence de l'hématome et des plaies et aussi une dévascularisation. Alors pour le stade 1 par exemple, l'hématome, c'est un hématome qui est sous-capsulaire et qui n'intéresse que moins de 10% de la surface du foie. La plaie qui est inférieure à 1 cm de profondeur.
Pour le stade 3, par exemple, l'hématome sous-capsulaire, il est supérieur à 50% de la surface. Et la plaie, il devient profonde, c'est-à-dire supérieure à 3 cm. Alors, plus on avance des grades, plus le pronostic est mauvais et plus les complications sont importantes. Alors, on voit ici, par exemple, le stade 5. On aura une plaie qui est supérieure à 75% d'un lobe ou bien 3 segments en même temps. Parfois, il va y avoir des plaies vasculaires, soit une plaie d'une veine sushépatique, soit une plaie d'une branche de la veine cave inférieure. Et le stade 6 est un stade qui est très très grave et généralement ça génère la mort au niveau, c'est-à-dire sur les lieux de l'accident. C'est une destruction complète de la glande avec des sections totales des vaisseaux du pédicule hépatique. Le deuxième organe atteint lors des traumatismes de l'abdomen, c'est la rate. Alors la rate aussi, comme vous le savez, c'est un organe qui est très friable. Il est situé au niveau de l'hypochondre gauche, sous le rebord costal gauche. On peut avoir aussi des plaies, des arrachements, des hématomes. Ça provoque souvent des états de choc hémorragique et ça peut provoquer des décès sur place, d'où l'intérêt de les prendre en charge directement avec une bonne prise en charge immédiate et parfois ce sont des malades qui sont acheminés au bloc opératoire pour faire l'hémostase rapidement et ça peut se solder par une splénectomie, c'est-à-dire on enlève tout l'organe pour faire l'hémostase. Alors, comme vous voyez ici, là, c'est la rate, vous voyez, donc la rate, il est là, avec des hématomes ici et des plaies au niveau du pôle inférieur de la rate. Alors ici, on voit aussi donc la rate avec un hémopéritoine tout autour, c'est un traumatisme splénique, mais aussi associé à un traumatisme hépatique. Vous voyez ici, il y a une fracture de côte. C'est pour ça qu'on a dit que lors des traumatismes, il faut toujours chercher c'est-à-dire plusieurs lésions. Ce n'est pas une seule lésion qu'on peut trouver, mais on peut trouver plusieurs lésions. Alors, la même classification de Monsieur Moore, il a fait aussi une classification au niveau de la rate, mais là, c'est 5 stades, donc c'est la même chose. Donc, je vous laisse voir ces tableaux à tête reposée. Donc, c'est le même principe, hématome, lacération, fracture et des lésions vasculaires. On peut avoir aussi des lésions d'organes creux lors des contusions de l'abdomen. Donc on peut avoir des perforations d'organes creux, de l'estomac, de l'intestin grêle, du duodénum, du côlon, qui peuvent provoquer des péritonites. Alors le tableau de péritonite, c'est un tableau qui est évident. Il se manifeste par une douleur abdominale qui est diffuse avec des vomissements. Et à l'examen clinique, c'est un abdomen qui ne respire pas ou bien un abdomen qui est immobile à l'inspection avec une contracture ou une défense à l'examen clinique, à la palpation. Parfois, on peut avoir un essai de liquide lorsqu'il s'agit d'une plaie de l'abdomen. Alors, les examens complémentaires qu'il faut demander, donc toujours, il faut commencer par une échographie, donc à la recherche d'un épanchement. Il montre rarement des gaz lorsqu'il s'agit d'un pneumopéritoine. Alors, quand il y a un pneumopéritoine, c'est beaucoup plus les examens radiologiques type ASP et TDM qui vont montrer un pneumopéritoine, on va le voir tout à l'heure, soit un pneumopéritoine au niveau du scanner ou bien au niveau de l'ASP. Donc, vous voyez ici, c'est une radio de thorax qui prend une partie de l'abdomen. Donc là, on voit, ça c'est là le bord du foie, donc ça c'est le foie, ça c'est le diaphragme, et entre le foie et le diaphragme, donc il y a ce qu'on appelle le croissant gazeux, c'est le pneumopéritoine. On le voit ici au niveau du scanner aussi, donc c'est un pneumopéritoine à ce niveau-là. Alors, toujours concernant les contusions de l'abdomen, on peut avoir aussi une lésion ou un traumatisme du pancréas. Malheureusement, ces traumatismes du pancréas sont des traumatismes qui sont très très graves. Et heureusement aussi parce que c'est rare, ce sont des traumatismes qui sont rares. Pourquoi? Parce que le pancréas, c'est un organe qui est très profond. Et pour avoir un traumatisme du pancréas, il faut vraiment avoir un traumatisme qui est très violent avec un écrasement du rachis et une plaie directe. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher lors de ces traumatismes du pancréas? Il faut chercher est-ce qu'il y a une atteinte du canal de Wirsung ou pas. C'est l'atteinte du canal de Wirsung qui va conditionner le pronostic de ces traumatismes du pancréas. Le diagnostic, malheureusement, c'est un diagnostic qui est difficile
avec des signes qui sont tardifs, qui n'apparaissent pas au début. Et la confirmation se fait par la recherche donc d'une lipasémie qui est élevée, qui va donc attirer l'attention sur cet organe, le pancréas, et l'imagerie donc, qui va confirmer ces lésions, c'est la pancréato-scanner ou bien pancréato-IRM. Donc on voit ici un scanner du pancréas, donc on voit ici c'est le pancréas, il est là, avec donc un hématome à ce niveau-là, d'accord, on le voit ici. Alors, une fois le diagnostic de gravité est fait, on a sélectionné nos malades, patients stables, patients instables, il faut commencer le traitement. Alors, quel est le but de notre traitement? Alors, les objectifs du traitement, c'est de sauver notre patient. Comment on va le sauver? On va assurer l'hémostase, c'est-à-dire arrêter le saignement, ou bien traiter les lésions post-traumatiques, par exemple une splénectomie lorsqu'il s'agit d'une lésion splénique, arrêter le saignement par des sutures, ou bien lorsqu'il s'agit d'une péritonite, faire des sutures ou bien des stomies des organes creux qui sont touchés. Soulager le patient parce que ce sont des patients qui ont des douleurs, ce sont des patients qui ont des anémies, ce sont des patients donc qu'il faut traiter par des antalgiques et par des transfusions. Et le troisième objectif, c'est d'éviter les complications. Alors, quels sont les moyens dont on dispose pour prendre en charge un traumatisé de l'abdomen? Il y a des moyens médicaux, des moyens chirurgicaux, moyens endoscopiques et bien sûr la radiologie interventionnelle. Alors, concernant les moyens médicaux, c'est la mise en condition du patient. Une double voie veineuse avec un rang. Pourquoi une double voie veineuse? Parce que ce sont des patients qui risquent c'est-à-dire d'avoir une aggravation à n'importe quel moment. Donc, il faut avoir une double voie veineuse pour avoir la certitude que si, par exemple, une voie veineuse est endommagée, donc on peut passer à la deuxième voie veineuse et ça permet aussi un bon remplissage facile. Alors le sondage, ce sont des patients qu'il faut sonder, un sondage gastrique et parce que ce sont généralement des patients qui vomissent et un sondage urinaire pour évaluer l'état rénal du patient et la diurèse. Il faut monitorer ces patients avec donc une mesure de tension artérielle, avec une fréquence cardiaque et aussi un oxymètre pour voir la saturation. Le traitement antalgique, ce sont des malades qui ont des douleurs, c'est des traumatismes, c'est douloureux. Il faut commencer les transfusions lorsqu'il s'agit d'anémie sévère et parfois commencer des antibiotiques lorsqu'il s'agit d'une plaie qui est surinfectée. Et bien sûr, le but de tout ça, c'est d'avoir un bon rétablissement de ces patients. Alors pour avoir ce bon rétablissement, il faut continuer à surveiller cliniquement, biologiquement et radiologiquement. Alors quels sont les moyens aussi chirurgicaux dont on dispose? C'est soit une laparotomie, soit une laparoscopie. Alors l'exploration, il doit être minutieuse parce qu'il faut dérouler tous les anses, il faut décoller parfois les parties fixes pour voir est-ce qu'il n'y a pas des lésions postérieures, il faut explorer est-ce qu'il n'y a pas de lésions d'organes creux, est-ce qu'il n'y a pas de lésions d'organes pleins, est-ce qu'il n'y a pas un hématome, est-ce qu'il n'y a pas une contusion profonde. Alors, quels sont les types c'est-à-dire de lésions qu'on peut trouver? Au niveau du foie, comme on l'a dit, c'est le premier organe qui est touché au niveau de l'abdomen. On peut avoir donc une contusion au niveau du foie et un hémopéritoine donc qu'on peut suturer ou bien parfois on a des arrachements qu'on doit réséquer et donc fermer surtout faire l'hémostase vasculaire et faire aussi la bilistase. C'est quoi la bilistase? C'est-à-dire fermer aussi les canaux biliaires parce que ils peuvent se compliquer si on fait le geste, il peut se compliquer par la suite par un épanchement biliaire et qui va donner une péritonite biliaire. On peut faire aussi un packing. C'est quoi le packing? C'est-à-dire on va mettre des petits champs sous le foie pour
permettre l'hémostase primitive de ces lésions hépatiques. Alors, le deuxième organe qui pourra être lésé, c'est la rate. Donc, on peut faire soit des ligatures vasculaires ou bien carrément des splénectomies partielles ou aller jusqu'à faire parfois une splénectomie totale. Concernant les organes, les lésions d'organes du tube digestif, c'est-à-dire les organes creux, si on a une lésion d'organe creux et que le patient est opéré rapidement, c'est-à-dire moins de 6 heures, on peut faire des sutures directes de ces organes, surtout lorsqu'ils sont viables. Lorsque les lésions sont déchiquetées ou bien que l'abdomen, on a commencé le patient a déjà commencé sa péritonite qui est évoluée, on ne doit pas suturer, on doit extérioriser l'organe qui est perforé par des iliostomies ou des colostomies. Parfois, on peut même être amené à faire des résections intestinales ou des résections coliques parce que l'organe est soit dévascularisé, soit complètement écrasé. Donc, dans ce cas-là, il faut réséquer ces organes. Il y a aussi le traitement endoscopique. On peut traiter des hémostases, par exemple gastriques, par une électrocoagulation, par mise en place de clips. On peut même mettre des prothèses endoscopiques lors des petites perforations qui sont colmatées. Et on peut faire, comme on a dit tout à l'heure, des embolisations radiologiques lorsqu'il y a des saignements, surtout au niveau du rétropéritoine. Alors, quelle sera l'indication de ces traitements? Ces indications ils vont dépendre du type de traumatisme. Alors lorsqu'il s'agit d'une plaie abdominale, lorsque la plaie est pénétrante, on doit hospitaliser le malade et le surveiller. Et bien sûr, voir est-ce qu'il y a une lésion d'organe creux ou pas. S'il y a une lésion d'organe creux à l'intérieur, il faut opérer le patient. S'il n'y a pas de lésion d'organe creux, il faut continuer à surveiller le patient. Alors, il faut savoir que pas toute lésion qui est pénétrante est responsable d'une lésion d'organe intra-abdominal. Donc ça, c'est pas vrai. Par contre, s'il n'y a pas de pénétrance, c'est-à-dire que le péritoine il est intact, il faut suturer la plaie et renvoyer le malade chez lui à domicile, bien sûr avec un traitement antalgique et éventuellement un traitement antibiotique pour qu'il n'y ait pas une surinfection de la paroi. Alors, concernant la contusion de l'abdomen, l'indication opératoire ou l'indication thérapeutique, il dépend du bilan lésionnel. Lorsqu'on a une lésion d'organe plein, lorsque le patient est hémodynamiquement stable, on va faire bien sûr le traitement conservateur, c'est-à-dire on va hospitaliser le patient, bien sûr avec une mise en condition, une prise d'une voie veineuse, un remplissage, corriger l'anémie et surveiller le patient cliniquement, biologiquement et radiologiquement. S'il y a une bonne évolution, donc le patient il ne va pas être opéré, donc c'est juste le traitement conservateur. Si le patient se dégrade, là, on peut passer au traitement chirurgical. Alors si le patient est instable depuis le début, il faut commencer les mesures de réanimation et faire une chirurgie ou bien une embolisation. Alors lorsqu'il s'agit d'une lésion d'organes creux, alors s'il y a une péritonite, il faut intervenir, il faut acheminer le patient au bloc opératoire et opérer le patient. Alors, quels sont les critères ou bien les signes qui vont témoigner d'une lésion d'organe creux? C'est soit une éviscération, soit une issue de liquide digestif à travers une plaie, soit une contracture abdominale, soit la présence d'un pneumopéritoine au niveau d'un ASP ou d'un scanner. Alors, comme on a vu tout à l'heure, c'est malgré c'est-à-dire le développement de tous ces examens complémentaires et de la prise en charge, le pronostic il reste quand même sombre, surtout lorsqu'il s'agit de traumatisme grave. Alors, pour lutter contre cette gravité, il faut agir sur
c'est-à-dire le côté de prévention. Il faut agir sur les accidents de la voie publique, imposer le port de ceinture de sécurité pour tous les automobilistes, limiter la vitesse, il faut respecter le code de la route, le port interdire l'utilisation de l'alcool et les stupéfiants au volant. Il faut aussi donc essayer de lutter contre les agressions par armes blanches et par armes à feu. Et lorsqu'on pratique des sports compétitifs, il faut se protéger par des ceintures. Alors en conclusion, le traumatisme de l'abdomen, c'est un motif de consultation fréquent au niveau des urgences chirurgicales. Le pronostic vital est mis en jeu lorsqu'il s'agit d'une atteinte d'un organe noble ou un organe plein ou un organe creux. Il faut toujours commencer par évaluer la gravité du patient. Après, il faut passer à chercher les lésions associées ou le bilan lésionnel et proposer le traitement adapté selon le type lésionnel. Et surtout, il faut prévenir la survenue de ces traumatismes de l'abdomen. Alors, à la fin, il y a une arbre décisionnelle. Lorsqu'on a un patient qui a un traumatisme abdominal, on a deux types de tableaux. On a un patient qui est stabilisé et un patient qui est instable. Alors pour les patients qui sont stabilisés, donc après avoir examiné le patient, demandé une TDM avec des radiographies et une échographie, donc soit que ce sont des patients qui n'ont pas de lésions qui nécessitent l'acheminement au bloc opératoire. Donc là, c'est les mesures de réanimation avec une surveillance. Soit ce sont des malades qui continuent à saigner et là, donc, on doit faire une artériographie pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Soit que ce sont des malades qui continuent à saigner malgré l'artériographie ou bien que l'artériographie ne va pas régler le problème lorsqu'il s'agit d'un saignement massif ou bien lorsqu'il s'agit d'une péritonite. Donc, il faut acheminer les patients au bloc opératoire pour les opérer. Alors lorsque le patient est instable, il faut toujours commencer par les mesures de réanimation, demander un bilan radiologique rapide. Si le patient est stabilisé, on va passer au scanner et donc les mêmes mesures que pour un patient stabilisé. Lorsque le patient est instable, il faut passer au bloc opératoire pour faire une laparotomie en urgence. Pour arrêter l'hémorragie ou bien faire une embolisation ou des drainages. Et je vous remercie.